C'est un instrument qui me fascinait. Pourquoi, je ne sais pas. J'aimais le son d'une guitare. C'était ça. Puis j'ai commencé à prendre des cours très jeune. Et j'ai jamais été le plus talentueux comme joueur, mais j'ai étudié la musique, comment l'écrire, et enfin tout. Puis tout de cet instrument-là me passionnait. Pourquoi, je ne sais pas. Mon père était très malade, il a fallu que je quitte l'école très jeune. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans un commerce d'instruments de musique. J'enseignais la guitare déjà à 15 ans. J'étais grand et c'était comme ça, parce que j'ai donné des cours de guitare. Et c'est toute une aventure. C'était le magasin ici. Et là, il y avait... L'entrée était exactement comme ça, en biais. Puis il y avait une énorme clé de sol au-dessus de la porte, jusqu'en haut. Donc, c'était ici que tu venais tous les jours? Tous les jours. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine? Bien, j'avais tellement d'ouvrages. Le magasin, c'était le nom d'un opéra, l'opéra de Puccini, La Tosca. Je donnais des cours là. Il y avait une dame qui m'engageait, Mme Fortier. Et cette dame-là est décédée un soir. Puis elle avait sa sœur avec elle, qui était Tante Alice, qui est connue de tous les musiciens. Puis quand elle est décédée, elle dit « Robert, je connais pas ça. J'aimerais ça que tu sois mon associé dans le magasin. » Au début, j'enseignais encore la guitare et après, j'ajustais les guitares, j'achetais des guitares. On échange, je faisais tout pour la guitare. On a transformé ça vraiment en un atelier, un magasin de guitare. Vous en avez vendu beaucoup de guitares ici? Oh, incroyable. C'était incroyable. C'est un magasin qui a fait de l'argent, là. Oh, je faisais, dans les années 67, dans ce bout-là, ça va être 68, 1,3 million par an. C'est un chiffre par an de guitare, pas d'instrument de musique générale, de guitare. Il faut dire que dans les années 60, c'était pas un grand instrument encore dans les orchestres. Tu sais, c'était un instrument de rhythm, d'accompagnement, mais c'était pas l'instrument. Mais il y avait des problèmes incroyables de justesse. Fait, moi, je me suis intéressé à rendre les instruments justes. Je dirais dans les années 65, tout le monde avait un groupe. Il y avait des orchestres à tous les coins de rue. C'était bon, c'était bon. Bien, tous ces gars-là venaient me voir pour me montrer leurs problèmes qu'il y avait. Ma phobie et ma peur était de dire « Wow, je vais-tu passer le restant de mes jours sur le coin de ce rue-là? » Tu sais? Et c'est là, quand j'ai vu la fabrication de guitares, ça a été... J'ai dit « Ah, je pourrais sortir de là. » Et là, tu sais, mon papa n'avait pas de voiture. Fait que c'était... moi, je me sentais prisonnier. Petit gars, on n'allait jamais à la campagne, on restait en ville. Quand j'ai rencontré M. Boucher pour faire l'usine, j'ai dit, je vends mes parts et je suis parti à l'aventure. Vous vous ennuyez pas, vous le regrettez pas? Ah, du tout. Du tout. Non, c'était un des bons mouvements. C'est sûr que c'était crève-cœur de vendre quelque chose qui marchait comme ça. Ça fonctionnait à bloc. Tu sais, c'était incroyable. Fait que c'était dur, mais ça a valu la peine. Là, on rentre dans la patrie.
On est dans la région de Mégantic. C'est mon village où j'ai commencé à fabriquer des guitares. Fait que c'est vraiment quelque chose, hein. Ça fait 50 ans que j'ai commencé ici. Ça, c'était l'hôtel de la patrie, le building ici. Et c'est là que j'ai rencontré Normand Boucher. Moi, j'ai dû jouer à la guitare. Fait que là, il dit, viens, c'est pas loin d'ici. Fait qu'on est allé à son atelier, je suis allé voir la guitare. Et là, j'étais tellement content. Je disais, enfin, je vois quelqu'un qui fait des guitares. J'ai dit à Normand Boucher, je vais investir. Fait que c'est moi qui ai investi dans la transformation de son usine à faire des guitares. Fait que là, on a vu que notre chemin, on s'éloignait un de l'autre. On s'est séparés. Lui, il avait une idée des guitares, il n'aimait pas que je le force à améliorer. Fait que ça n'a pas été long. Il a fait 3 ans, puis il a fait faillite. Je l'ai racheté par après. Quand j'ai vendu la Tosca, bien, j'ai gardé les 2 employés qui travaillaient avec moi dans l'atelier, puis on a rouvert l'atelier ici. Et comment ça s'appelait l'atelier ici? Harmony Lab. Mais ici, on réparait, modifiait des guitares. La même clientèle. J'avais les 2 mêmes techniciens que j'avais à la Tosca. Ça marchait? Ah, très bien. Vous avez eu ça combien de temps, cet atelier de réparation de guitare? Je me rappelle pas exactement, mais je dirais une dizaine d'années. Écoute, j'ai eu du plaisir en moi. Ah oui? Ben, j'étais longtemps tout seul. J'ai élevé mes enfants ici. Tu sais, il y avait Patrick, il y avait Marie-Claude, celle qui est décédée, et Simon. Puis vous aviez l'usine en même temps? Ah ouais. Fait que ça opérait, je te jure. J'ai construit en dehors du village de la patrie. J'ai construit ma propre usine. Ça s'appelait Guitabec. On a spécialisé, on a tout divisé. Les guitares acoustiques de l'entrée de gamme, le moyen prix, puis le haut de gamme. Ici, c'est une machine numérique 5 axes qui fait les manches de multi-axes. C'est là qu'on va insérer les frettes dans le manche de guitare. Là, on va juste taquer le fret. Les frettes sont toutes coupées à différentes longueurs. On a inventé une façon d'insérer le fret dans la touche en ayant un mouvement comme ça. Merci beaucoup. Ici, on peut voir que c'est rentré parfaitement. Il n'y a pas... Regarde-le de près. Ouais, ici, là, c'est parfait, parfait. J'avais acheté un vieux Ford Econoline. Le vieux, il avait 200 000 milles. Fait que j'ai refait un autre 100 000 milles avec ça. Vous partiez de votre usine avec vous? En plus de ça, de guitares, 70 guitares. 70. Puis là, avec à peu près 100 $ dans mes poches. Ça, c'était pour toutes les dépenses, mais je pouvais me rendre
au premier client avec 100$. Puis moi, je leur disais, je coupe mes arbres, je les fais sécher, je vous les vends directement. Puis j'étais pauvre. Je leur montrais un échantillon. Ils disaient, ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui nous dit que tu vas nous envoyer des guitares comme ça, mettons, à Boston? Bien, je leur disais, écoute, mon camion est dehors, j'ai 50 guitares dans mon camion, viens les voir, choisis laquelle, ils sont toutes de même. Ah ouais, je vais t'en prendre une ou deux. Fait qu'ils venaient dehors et regardaient finalement, ils en achetaient 6, tu sais. Puis je vendais à un bon prix, je vendais directement. Les gens doublaient leur argent avec mes guitares. Fait qu'ils trouvaient ça formidable. C'est ça qui m'a sauvé. Fait que je dis, vous achetez d'un manufacturier, pas d'un jobber, pas d'un distributeur. Vous achetez d'un manufacturier. Mais j'ai dit, j'ai pas d'argent. Je leur disais, j'ai à peine l'argent pour payer l'essence pour me rendre ici. Fait que si vous achetez une guitare de moi, vous la choisissez, puis vous me payez. Souvent, j'avais pas d'argent pour mettre de l'essence, pour m'en revenir. Bien, il fallait que je vende des guitares. De la minute que j'avais un sou, ça allait en matière première. Ou il fallait acheter une machine. Là, tu as le manche, tu as le corps. Et là, on va aller les sabler ensemble à un angle très précis. C'est ça que la machine fait. Fait que là, il va vérifier le manche avec le corps s'il a le bon angle. C'est un robot qui va polir la guitare. Là, il va la mettre sur la table. La table va positionner la guitare. Il va la prendre parfaitement au bon angle. Et là, il va commencer à polir. Là, on va coller le manche avec le corps de la guitare. Ils sont collés avec une colle époxy, ça bouge pas. Il y a 2 vis comme ça? En plus. Mais les vis ne servent pas. Ils servent juste au gel de la colle. Les vis. Et là, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle a ajusté son manche. L'angle, parce que faut coller le pont. Vois-tu, le pont, là, elle a son gauge. L'épaisseur va varier l'angle. Il est beau? Il est beau. Tout le tour, on a l'épaisseur du vernis qu'on a enlevé. Vois-tu, là, il ne bouge plus parce qu'il est rentré AB. Vous devez tout le temps innover, puis là, vous avez sorti vos modèles haut de gamme. Ça prend de l'innovation? Tout le temps. Tout le temps. L'artiste, il change de costume. Sa guitare, c'est lui, c'est son costume, c'est sa nouvelle chemise. Du matin. Je ne partirai pas la comparaison avec les autres marques. Je disais, moi, c'est vraiment par... J'en ai d'autres marques, mais je sais pas, je prends ceux-là, puis les composantes, le bois, la résonance, la façon que ça vieillit, c'est juste ça, c'est le fun. Ça marche, ça sonne bien, on se sent bien. Alors, mais en plus de ça, Robert, c'est devenu un ami. Puis il connaît tout le monde sur la planète. Fait que M. Godin existe, tu peux le voir, tu y parles. Tandis que les autres marques, c'est pas mauvais, là. Mais c'est du marketing, c'est moins personnalisé, je pense. Mais la plupart des guitaristes ont un arsenal ou un petit arsenal qui devient personnalisé, puis c'est une quête sans fin.
C'est avec la guitare que je m'exprime le plus facilement. Mais à chaque jour, je dis pas ça pour faire de la fausse modestie, là, je sais rien. Je veux dire, dans le sens où je dis, ben là, il faut t'apprendre tellement de choses en musique. Mais en même temps, c'est motivant parce que tu vois pas la fin. Notre relation avec nos artistes internationaux, puis dans le pays, dans la province, c'est vraiment basé avec une relation entre soit moi ou soit Simon ou M. Godin aussi. Ça fait des années qu'on travaille avec certains artistes, 20 ans et plus, et ça continue. Et c'est quelque chose qui... c'est comme être dans la famille, dans le fond. Any musician, your instrument is very precious to you. You really get a connection and you become attached. And for us, every time we look down and it says the Godin name, you know, we feel like we're a part of your family and you're another extension of our band. You know, your guitars are our fifth member. These are the only guitar that I use, really, live and in studio. And it's because they're wonderful guitar. In fact, this vision to create new instruments, it's unmatched in the business. If you want. You want me to play? Sure. Maybe a little 15-second outro. Okay. Beautiful. Not bad for 8 o'clock in the morning. Exactly. Thank you so much, my friend. It seems like Godin understands the history of the instrument really well. And you're not trying to chase some fad or something, because fads come and go. That's right, yeah. But quality instruments with 1 foot in, that's the thing, you know, it's 1 foot in traditional, but using modern technology and modern guitar making techniques. You guys are constantly trying to do things differently. And so besides the beautiful guitars that I use, like this, which is a solid guitar, just such a wonderful instrument, plays beautifully, sounds incredible. You also have things that are like the Multiac or the Acousticaster, or, you know, I have my Montreal, which has the built-in acoustic and electric. You know, there's so many wonderful guitars that you've done, and instruments like the oud and the glissentar and all these things. So, I mean, I use all of your instruments as colors. Because I play with my thumb on my left hand, it was very hard to play your normal nylon string, which is basically a classical guitar, where they sit like this, and their hand is like this, and everything's based on their first finger. Everything with me is based on my thumb. And then I said to you, I can't play this guitar. And you said, oh, we have a slim neck nylon string. And I went, what? And so I got this, and it's totally great. So here's basically what it sounds like. Now you add the bass. And it's a full band. Used that LGXT on the Genesis 2007 tour. I used a Strat and I used the LGXT. When I used the LGXT, sometimes it was so I could get a combination acoustic sound, and sometimes I would use just the electric part of it. So it was kind of like on and off, you know, and it really worked well. That's what got me interested in saying, hey, I'd like to have one of these guitars. I love the neck of this guitar. I love the sound of it. But I wanted maybe some other things on it, and that's when we started talking about a signature guitar. I got to spend 2.5 days with Robert. Yeah. And I learned more about guitars in those 2.5 days, how to make them sound, how they're chambered, what kind of wood, than I've learned in 40 years of playing the instrument. Et j'aime toujours ça, tu sais, je suis pas capable d'arrêter. Le fait d'être passionné, ça se cultive. C'est ça. Et là, j'ai la chance de transmettre mes idées, mes passions à mes fils.
Et eux font les nouvelles guitares. Simon est vraiment dangereux là-dedans. C'est lui qui... Oui, j'ai suivi un peu ça. Bon. Je vois qu'il travaille fort. Hein. Il travaille fort et il aime ça. Il est fou de la chose. C'est le principal. Ouais. Tu leur as transmis la passion. C'est génial. Je m'appelle Byron Mikaloff, puis je suis fondateur, puis concepteur, puis je suis musicien dans The Lost Fingers. Ça, c'est la première multiac gitan, un gypsy model pour jouer vraiment le jazz manouche. Puis Godin, ils ont fait beaucoup de recherches. Ils ont travaillé beaucoup avec Denny Chang, c'est un guitariste montréalais qui fait beaucoup de jazz manouche aussi. Puis ils nous posaient des questions. Ils ont fait vraiment, ils sondé le terrain avec tout le monde qui jouait. Puis ils ont vraiment fait un instrument unique dans son genre qui a vraiment changé, selon moi, le jazz manouche. C'est vraiment le côté rythmique manouche. Puis après ça, on peut cliquer et avoir le vieux son, vieux vague de début des le son amplifié, là, comme... On est super content avec le produit. Puis pour nous, ça a changé énormément de choses. C'est plus clean, nos performances. On est capable à vraiment jouer à un niveau super fort. Fait que quand le party pogne, puis il lève les slides, mais là, c'est incroyable. Là. On est capable de donner du son à un style qui est particulièrement difficile de monter le son. Vous avez acheté une usine à Richmond. Oui. C'était une usine qui appartenait à Warren Buffett, le fameux financier américain. C'était une usine de souliers qui s'appelait Brown Shoes. Il y avait 1300 employés, à peu près. Lui a décidé de prendre sa retraite. Il ne voulait plus manufacturer. Fait qu'il a tout vendu les 8 usines dans l'espace d'1 an. Ça, c'est le séchoir. Le bois est rentré et est séché. Et c'est contrôlé. Fait qu'on a des machines qui emmènent. L'humidité est contrôlée, on sort l'eau et on chauffe. Ici, c'est le débitage. Fait que là, on va prendre une palette de bois, puis là, on va le scier, la bonne largeur, la bonne épaisseur. On va le sélectionner. Ça, c'est un bloc qui va... Voyez-vous, ici, c'est 3 morceaux. Bien, il faut que les surfaces soient parfaites. Ici, c'est le collage du corps de la guitare électrique. Ils vont rester collés et séchés comme ça longtemps? Non. Ici, ils s'en vont dans le four. On va aller passer un mois pour que la colle sèche. Ça veut dire, si on achète 1000 pieds de bois sélectionnés, la moitié de ça, c'est pas bon pour nous autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des nœuds, le grain de bois. Il ne se qualifie pas. Non. Ici, c'est un climat tempéré. 45 d'humidité dans l'air. Vos guitares électriques à caisse pleine? C'est 3 morceaux. Pourquoi 3 morceaux, pas juste un morceau? Un morceau travaillerait, même s'il est sèche. Puis aussi, ça serait trop lourd. Si je mettais 3 morceaux d'érable, je peserais une tonne. Une guitare, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit confortable. C'est pour ça. Ou le manche est enserré, là, ça prend un morceau plus rigide. Les deux côtés, le peuplier, qui est la moitié du poids, ça fait une grosse différence. Mon nom est Daniel Fiocco. Je suis luthier de formation. Je fais de la lutherie depuis 1991, ça fait 29 ans, ça va faire 30 ans bientôt. Je travaille depuis 14 ans pour la compagnie Godin. Dans les années 90, la lutherie a pris une tendance. Il y a beaucoup de luthiers qui ont voulu commencer à faire des petites séries de guitares. Ils voulaient compétitionner avec le big business.
plusieurs se sont cassés les dents parce que de plus en plus les compagnies se raffinent, le travail se raffine, les CNC sont de plus en plus précis. Fait que les compagnies ont plutôt fait mal aux luthiers quand ils s'attaquaient dans cette section-là de la lutherie. Dans les années 2000, plus récemment, il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé, c'est que c'est l'expérience de jeu qui est devenue la chose la plus importante. C'est d'acheter un instrument, puis c'est quoi que ça te procure, cet instrument-là, puis de pousser ça le plus possible. Là, ici, c'est le corps d'une guitare électrique. On peut voir les trous de pick-up, les chambres acoustiques à l'intérieur. Mais ça a parti d'un bloc rectangulaire et on va tout est machiné sur la machine numérique. Ici, c'est une machine numérique double. Cette machine-là est faite en Italie. C'est ce qu'il y a de plus rapide, de plus solide sur le marché. Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine-là? Elle découpe le corps, fait toutes les cavités dans le corps. C'est formidable. C'est important pour toi, la précision? Ah, c'est le secret d'une bonne guitare. Installée, là, on parle de millions. Ça a augmenté, surtout la qualité de l'instrument. On avait des machines numériques, mais pas aussi grosses que ça, pas aussi robustes et pas aussi précises. Il faut tout que tu prennes les affaires qu'on connaît, mais là, tu commences à personnaliser l'affaire. Puis c'est d'arriver avec un produit qui est le tien, mais qui va aller se placer à l'intérieur de ce monde-là sans trop les bousculer. Le corps d'une guitare Montréal, c'est une table voûtée, bombée, et l'arrière aussi. Avant, on voulait faire des guitares qui étaient comme des couteaux suisses. Une guitare qui fait toutes sortes d'affaires. Finalement, elle fait toutes sortes d'affaires de façon très moyenne. Luthier s'est en allé vers ça, à faire des produits ultra spécialisés et de niche. Puis en plus, c'est la meilleure raison de vendre une 28e guitare à un fou des guitares. Sinon, une personne aurait besoin de une ou deux guitares. Bien là, on est capable de, on peut t'en faire une encore plus. Fait que c'est une belle manière de vendre plus de guitares. Toutes les courbes, ils appellent ça la courbe du ventre. Ici, c'est tout fait. Il n'y a pas une petite bosse. C'est vraiment précis. Tiens, ça, c'est la même guitare qu'on faisait, qui a fait sa CNC. Là, on voit les tourladons un petit peu. On voit les trous de pick-up. La même qu'on a vue tout à l'heure. Je vais juste dire bonjour en passant. Bonjour, ça va? Good. Ici, on va préparer l'instrument à être verni. Si on ne masque pas, l'épaisseur du vernis va faire varier la profondeur du manche. 5 millièmes de pouce, c'est un cheveu. Multiaxe, c'est une guitare acoustique et électrique, mais à cordes dénudées, que tu peux jouer avec un pic. Ça, c'est encore la révolution. On n'a jamais voulu réinventer la guitare classique, mais une guitare classique sur une scène avec des amplificateurs très forts, bien, la guitare veut se sauver en courant. Elle est trop acoustique pour recevoir autant de volume. La Multiac est venue se placer comme étant unique. Puis ça, on en vend à des top guitaristes, là, des plus grands guitaristes que tous les luthiers sur la terre voudraient pouvoir leur vendre leur guitare. Bien, les musiciens sont venus les acheter, nous autres. Fait qu'on est très, très fiers de ça. Puis c'est comme ça qu'on se place dans le monde de la guitare. Ça, c'est le silet. Ouais.
Et là, il va l'insérer ici. Là, il va enlever s'il y a eu une goutte de vernis dedans ou pour pas qu'il y ait une poussière pour être à la bonne hauteur. C'est ça qui fait que la guitare va être facile à jouer. Fait que là, il va aller mesurer quelle profondeur il y a dans son stylet. Puis là, il va réajuster l'épaisseur du stylet. Ici, il va faire le montage. Il va tout poser les microphones dans la guitare. Il va faire les connexions avec les potentiomètres. C'est ça qui est après monter. Madame prépare toutes les guitares, pose les cordes, et elle va passer au technicien. J'ai été chanceux, là. Faut bien regarder. Mes compétiteurs faisaient rien. Ils n'emmenaient jamais rien, aucune innovation. Fait, moi, j'en ai de l'innovation, c'était bien perçu, tu sais. Puis c'est là que je me suis fait connaître. C'est ça qui vous a démarqué? Ben oui, pas faire des copies. Ici, c'est l'ajustement des guitares. Les cordes ont été posées, l'électronique est là. Là, il va vérifier chaque frette, comment ça joue. Tout, il va la vérifier au complet. Mon but, ben, c'était de dire, je vais amener au marché quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Parce que sans ça, j'avais pas de chance. Je le savais. Tu sais, comment je vais aller me défendre contre des multinationales? C'était toutes des multinationales. Tous mes compétiteurs qui avaient des budgets de millions, moi, je les avais pas. Fait, en faisant ça, ben, eux ont dit, ben, c'est un fou, ce gars-là, il sort toujours des choses, on n'est pas capable de suivre ça, ça ne nous intéresse pas. Trop dur. Fait qu'ils m'ont ignoré, mais moi, j'ai gagné du terrain à tous les ans pendant ce temps-là. Ici, c'est le cosmétique. On va vérifier chaque petit coin de la guitare s'ils sont parfaits. Bien, elle va repolir. Ça va être juste l'étape avant de la mettre dans la boîte. Un jour, j'ai dit, je vais aller montrer mes guitares en Europe. Fait que je suis parti, je pense que j'avais 7 ou 8 guitares. Je ne connaissais rien de tout ça, moi. Fait que j'ai acheté un billet pour aller à Paris. Puis, avec 7 guitares plus ma valise. Et je suis parti là avec une liste de rendez-vous, de commerçants, des grossistes. Et j'ai vendu. Comment vos acheteurs achètent vos guitares? Avec leurs yeux. Et, tu sais, ils vont la regarder. Un joueur de guitare, c'est pas un meuble, le monde le regarde en général. Mais ça, il regarde chaque petit carré, chaque centimètre. C'est une œuvre d'art. Ah ben oui. Pour eux autres, c'est une œuvre d'art, c'est sûr. Et pour toi? Oh, pour moi, oui. Parce que des fois, on a mis 2 ans à monter, à dessiner une guitare, puis à les sortir, tu sais. Comme là, en l'air de toi, c'est tous des prototypes qu'on a finis aujourd'hui. Ça, c'est pas encore en production. Ça va l'être à partir de la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? On inspecte juste avant qu'on les emballe. Je courais tout le temps après mes fonds. Avoir de l'argent. Je disais, oh, mais dans 2 ans, je ne pourrais pas y faire toutes ces guitares-là. Il faut que j'aille le bois. J'ai trouvé des investisseurs privés, pas des banques, que j'ai toutes remboursées. C'est des banques, c'était une perte de temps d'expliquer ça. Ici, on arrive à l'usine de Princeville. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez acquis cette usine-là? Oh oui, ça fait peut-être 35 ans. Ici, on fabrique des guitares acoustiques d'entrée de gamme et les 5e Avenue. Ici, c'est le moulage de la 5e Avenue. C'est là qu'on va y donner la forme voûtée.
Fait que c'est ça. C'est une presse de 50 tonnes et ça chauffe à peu près à 400 degrés. Il y a un défi technique de faire ça. Oui. Quel est-il? C'est la chaleur, la vitesse, parce que, en principe, ça l'explose. Tout craque, tout casse. Fait qu'il faut y arriver juste au bon moment, à bonne chaleur, à bonne vitesse. Tu vois là, on voit l'arche. C'est très chaud. C'est quasiment comme une pizza qui sort du fourneau. En deuxième étape, c'est qu'on va découper la forme de la guitare. Oh oui, c'est un gros marché pour nous autres, c'est sûr. C'est environ 50 de la production ici de Princeville. Là, on va placer ces deux morceaux. On va faire une paire de côtés. Fait que les deux côtés sont placés. Et voilà. Ça, c'est des moules chauffants. C'est tout calculé avec ordinateur, la vitesse pour telle courbe, telle autre courbe. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on veut arriver avec une nouvelle forme de guitare, là, il faut y penser deux fois parce qu'il faut concevoir un moule différent. C'est beaucoup, beaucoup de travail derrière là, mais on s'adapte. Tu sais, c'est moulé. Mais là, il ne faut pas que tu attendes. Il faut tout de suite aller les mettre en serre parce qu'elle va tordre. Il faut qu'elle refroidisse. Regarde, celui-là, il a été moulé, mais là, il est froid. Oui. Mais sans ça, il aurait tordu. Non, ça, c'est un côté de guitare. Oui. Salut, salut! Ça, c'est du Rich Light. C'est un matériel composite. On va faire des touches pour des guitares acoustiques. On a des 5e avenues aussi et beaucoup de nos électriques, là. On mange beaucoup plus stable. Il y a un feeling intéressant. Tes cordes, ils glissent bien. Il y a aussi un côté environnemental. Tu sais, le bois l'ébène, ça en vient très rare. Puis on a décidé d'être un peu green de ce côté-là, de se dire, on a osé essayer, mais on a des grosses compagnies qui nous ont suivis aussi. Là. On n'est pas les seuls. Là, on t'appelle voir où on colle les barrages de table d'harmonie et de fond. Les barrages, c'est ça qui va contrôler les aigus, les basses, va contrôler les vibrations. Chaque modèle a un barrage spécifique. Là, on va retirer l'air entre la table et la membrane pour venir donner la pression égale sur les barrages. C'est le fond de la guitare qui est courbé. Voilà. C'est important pour toi, cette usine-ci? Ben oui. Pourquoi? Ben, c'est mon coup de cœur. C'est ici que j'ai commencé mes débuts. Ça fait 17 ans là, que j'ai commencé. J'ai fait chaque département, puis je suis proche du personnel. Il y a 17 ans, c'était le même personnel ici. Tu sais, fait que c'est comme ma famille. C'est pas juste comment fabriquer des guitares, mais les obstacles qu'on a, comprendre comment faire une guitare, c'est quoi les enjeux, pourquoi qu'on les fait de cette façon-là. Fait que ça a été la plus belle école que j'ai eue. Ici, ça va être c'est ici qu'on produit totalement la ligne art et lutherie. On va faire quelques modèles Seagull, mais il y a aussi beaucoup les 5e avenue, les hardstop qu'on fait ici. Ouais. Combien vous faites de modèles en tout? Ça, vu qu'on a plusieurs marques de produits, aux alentours de 400 environ produits. Oui, je te dirais, là, un mélange de Godin électrique, Godin acoustique, Seagull, art et lutherie, Simon Patrick, Normand. On a mis du bouche-port. Ça veut dire qu'on a empli tous les ports de bois. On a mis ça égal. Puis là, c'est une base. Puis là, après ça, on va mettre de la teinture, on va peinturer, ça va être 2 fois plus beau. C'est dans le détail. Ça vient ressortir le grain du bois. Fait que ça, c'est très beau. Tout dépendamment de la couleur qu'on va aller chercher, bien, on va choisir une couleur de bouche-port qui va être le brun ou le noir. Et on va vernir les guitares.
2 usines à Princeville, puis on a une 3e à Richemont, puis on en a 2 autres à La Patrie. Ça fait 5. Puis nos employés, écoute, on en a quelques centaines. Attention, on arrive, cachez-vous. Salut! Allô, allô? Hein? Faut se cacher. Pour vous donner une idée, là, c'est au-dessus de 100 000 guitares qu'on va faire par année. Dans vos 5 usines? Oui. Est-ce que c'est des modèles qui sont difficiles à construire, des hotstock? C'est sûr, c'est sûr. C'est pas facile. Ouais. Beaucoup d'étapes, beaucoup de précision. Mais on en est très fiers. Oui. C'est ceux-là, c'est des modèles haut de gamme dans le 5e Avenue. On en a qui sont satinés. Ceux-là, c'est soit des finis high gloss ou GT. Oui. Mais c'est des modèles qu'on va utiliser, des pick-up ici haut de gamme. Oui, comme ici, ouais. C'est des D. Harmon. TV Jones. TV Jones. Oui, TV Jones qui sont des... C'est des sommités de pick-up. Tu peux pas trouver un modèle avec des TV Jones, un Bixby, qui reste accordé, parce qu'il est tout monté sur des bearings. Et la beauté de cette guitare-là, c'est des pièces de collection. Ouais. Le NAMM Show, ça se passe au mois de janvier, fin janvier généralement, en Californie. Donc, c'est une grosse exposition de tous les instruments de musique. Donc, tous les gens de la planète se ramassent pendant cette convention-là. Donc, c'est une très bonne source pour trouver des clients. Puis après ça, avec les années, hey, j'ai un de mes amis dans tel pays ou telle ville. Tu sais, c'est du networking. Il y a 1500 exposants. C'est énorme. Le père de Steve. OK. Parce que moi, j'avais mon magasin à Montréal dans ce temps-là. OK. On parle en 65. Beaucoup de guitares acoustiques, plus que les électriques. C'est surtout les guitares sèches qui se vendent. Et l'autre chose qui était très, très fort, c'est les studios pour la maison. Là, les gens, ils veulent être créatifs chez eux. Ils achètent leur guitare, ils achètent leur petit système de son, puis ils s'enregistrent pour faire la musique. Quand quelqu'un rentre pour un instrument, normalement, il se fait la recherche aujourd'hui sur l'Internet. Alors, il y a déjà une idée de qu'est-ce qu'il cherche. Alors, quand il rentre, des fois, on n'a pas le modèle qu'il cherche en stock et on le présente quelque chose d'autre. Comme vendeur, tu écoutes tes clients, puis vous trouvez la bonne chose pour qu'est-ce qu'il veut. Et quand on met les guitares Godin, peut-être c'est un peu plus cher que qu'est-ce qu'il voulait mettre, mais dès qu'il joue et tu expliques c'est quoi, comment c'est fait et la fierté d'être fait un produit canadien ici, il l'achète, juste pour cette raison-là. Mario Biferali, vice-président des ventes ici à Godin Guitar, à Baie d'Urfé, à Montréal. On fait beaucoup de training sur le produit. C'est très important parce que nos guitares sont uniques. Puis c'est important que les représentants sont des experts sur les guitares Godin. J'ai toujours vu Godin comme une compagnie assez innovatrice. C'est des produits qui se démarquent des autres en termes de qualité, niveau qualité-prix, de shape, des corps, des guitares. Je crois que c'est ça qui nous démarque la plupart du temps. Ici, Simon Godin, il fait beaucoup il design les guitares, puis tout ça, mais il nous demande toujours de tester les guitares, puis qu'est-ce qu'on pense, des suggestions. Alors, on prend beaucoup de temps aussi avec les instruments lui-même pour les comprendre, pour voir les prix, où ils sont dans le marché. Écoute, je voulais te montrer la nouvelle base qu'on va sortir.
On a opté pour une finition acoustique, le Laguna Blue. Là. C'est un fini plus mince qui laisse sonner, laisse vibrer. Exactement. On a un succès avec les autres modèles, fait qu'on a décidé d'introduire dans la nouvelle base, qui va être la Shifter Ultra. Fait que celle-là va être vraiment combinée acoustique, électrique. Ça veut dire que les micros sont dans le pont. Oui. Puis il y a des micros magnétiques. Exactement. La relève, elle travaille bien? Ah, en étourdi. Bravo. Simon va très bien. Il est vraiment dans son élément. Puis il a travaillé dans les usines, fait que c'est pas nouveau pour lui. Prendre en charge une entreprise comme ça, c'est très beau de loin, mais c'est très complexe à gérer. Très, très complexe. C'est pas faire des crayons en plastique, ou c'est une production qui est constante. À tous les jours, on a des challenges différents. T'sais, on travaille le bois. Il faut s'adapter très rapidement. Je m'occupe principalement des exportations. Donc, toute guitare en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, n'importe où sur notre boule bleue, c'est moi qui s'en occupe avec une équipe. Puis, comment tu vois, toi, Robert Godin? Comme un entrepreneur, plus qu'un père. On a toujours une distance. Mon père n'était pas là quand j'étais jeune. Je le voyais, il revenait de voyage, mes parents étaient séparés, il me pitchait d'un bord, de l'autre. Fait que quand je le voyais, ben c'était très peu de temps, 2-3 jours, une fin de semaine, je retournais chez ma mère. Fait que je l'ai vu, mon père, c'était l'homme qui allait conquérir le monde. C'est-tu difficile de chausser les souliers de Robert Godin quand il vous transmet à toi et à ton frère une entreprise comme celle-là? Oui. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que constamment une pression sur les épaules et en même temps, t'enlèves à Robert son bonbon. T'sais, pour lui, c'était pas travailler, faire les guitares Robert. Il en mangeait. Puis là, j'étais en train de dire arrête d'en manger parce que c'est pas bon pour ta santé. C'est beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'attentes. Hey, qu'est-ce que le petit jeune va faire là? Puis aussi pour mon frère Simon également. On va aller voir ça. On va aller voir ça, certain. Yes, vous autres? Oui. Good? Les deux frères. Salut. Ouais, depuis la pandémie, on pensait pas. Ça a explosé. Donc, c'est dur d'avoir des produits en stock. Maintenant, il faut prévoir 1 an d'avance pour les commandes. Puis... C'est important d'acheter local? Oui, c'est sûr. Même les clients, à cette heure, on leur pose des questions. Si on a le choix entre telle marque ou bien un achat, une Godin. Même des fois, le monde nous le demande, les clients. Mais ils connaissent le Godin, il est quand même beaucoup connu au Québec. Puis le monde dit, je préfère acheter de quoi de local. Ils vont payer bien plus cher pour avoir une meilleure guitare puis pour qu'elle soit faite ici aussi. Ils ont les multi-hacks, qui sont beaucoup cordes classiques. Ils ont pas mal de choix dans les cordes en métal aussi. Les électriques, plus des styles Les Paul, les Summit, les autres plus Strat. Puis ils innovent souvent beaucoup. Puis dans l'acoustique aussi. Des guitares tout en bois massif qui font Godin, comme tu compares les matériaux puis tout, versus une autre compagnie. L'autre compagnie peut être facilement le double du prix. Ça peut être un étudiant qui débute. Souvent, on voit ça dans les magasins qui ont des écoles associées. Sinon, ça peut être le professionnel qui va venir à cause des lignes multi-hacks qui sont vraiment conçues pour la scène. On est chanceux parce que Robert Godin il a inventé des modèles qui n'existaient pas avant, comme le multi-hack, l'Acousticaster, le multi-hood. Ça, c'est un instrument qui a modernisé le hood. Alors, il n'y a pas vraiment de compétition dans ce segment-là. Ici, c'est un oud. C'est un des plus vieux instruments à cordes qui est
à la base, ça vient d'Égypte. Ça a été conçu il y a à peu près 1000 ans. Et il n'y a jamais eu d'amélioration. Fait qu'ici, nous, on a refait le hood avec un pan coupé, un cutaway, et on a tout corrigé. Tout ce que les joueurs de hood rêvaient, on l'a fait. Vous êtes fiers de cet instrument-là? Oh, incroyable. Et ces gens-là, vous allez partout en Arabie, en Turquie, ils s'ajoutent tout le oud. C'est un instrument même religieux. Tu peux te ramasser dans le centre-ville de Jakarta, Indonésie, puis il y a des bonnes chances que vous allez voir une de nos guitares, finalement. La même chose en Europe, c'est très fait. Dans tous les magasins, on les retrouve. En Amérique latine. Pour moi, personnellement, c'est une fierté, comme vous dites, de voir quelque chose que mon père a parti avec rien. On arrive avec un produit fini dans les mains d'un guitariste, d'un musicien à l'autre bout du monde. En ce moment, on regarde une commande qui s'en va en Lituanie, en Argentine. Après ça, j'ai une commande qui s'en va en Allemagne. L'Allemagne, c'est un très gros marché pour Godin. Parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de marques sur le marché, mais de guitares venant de leurs propres usines, il n'y en a pas beaucoup. Que les gens vont en Asie. Voici le modèle. J'en veux X milliers de guitares, s'il vous plaît. Puis envoyez-le à cette adresse-là. Comment ça va? Ça va, ben ouais. On prenait une marche, on passait, on a vu gagner une musique. Bon, on est venu te voir, comment ça allait. Puis les ventes sont-tu bonnes? Ça va bien, ouais? Ça va bien. Good, excellent. On est content. Puis Robert était une des personnes qui m'a expliqué comment vendre des guitares, comment c'était construit. Les guitares acoustiques, les guitares électriques, ça a été pour moi une révélation. Là. Vraiment, là, la manière de vendre une guitare, d'expliquer aux clients comment acheter une guitare, quoi vérifier, regarder la table d'harmonie, le manche, le bracing. Fait Robert m'a donné vraiment un bon coup de main. Il nous a lancé. Si on prend une guitare comme une Seagull, qui est ici la manière que c'est construit, la table d'harmonie semi-parabolique, le bracing à l'intérieur, le vernis qui est plus mince, qui laisse respirer les pores de bois, les clés, le ratio des clés, stylet du bas, stylet du haut en tosque. C'est un produit unique. C'est vraiment... Et un rapport qualité-prix exceptionnel. Le service après-vente, les gens souvent oublient ça, le service après-vente. S'il arrive un problème avec une guitare, qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est beaucoup ces affaires-là. La relation avec le fournisseur, c'est qui? Est-ce qu'il va me donner des inputs? Est-ce qu'il va m'aider à grandir? C'est un peu tout ça que j'ai retrouvé chez Robert Godin et chez Godin. C'est comme si une nouvelle guitare arriverait de façon différente, mieux construite, tout est pensé. On est loin d'un produit chinois, là, définitivement. Les ventes de guitares sont stratosphériques. Ça va-tu arrêter? Je ne sais pas, j'espère que non. Je pense que les gens ont eu leur frousse de leur vie. Je pense que le cynisme et le négativisme va peut-être descendre un peu parce que peut-être qu'après la pandémie, on va redécouvrir le goût de vivre, puis redécouvrir le goût de créer, puis de jouer. Créer, faire de la musique, je trouve que ça va ensemble. Les Américains ont eu Léo Fender, qui a marqué la musique. Nous autres, on a Robert Godin, qui a aussi marqué à une autre époque la musique. C'est vraiment exceptionnel, là, dans un marché actuellement où il a pu se différencier. C'est vraiment exceptionnel. Dans quelques années, il va y avoir un mythe Godin. Au même titre qu'il y a des mythes sur d'autres marques, là, ça va être c'est en train de devenir un incontournable. C'est inévitable, inéluctable, on s'en va là.
c'est juste une fierté. C'est le fun, autant pour moi que pour lui, que la deuxième génération. Les guitares Godin ne sont pas à veille d'arrêter. Tu sais, ça a pris 50 ans. On n'est pas arrivé à la fin. Si on disait, ben that's it, là, on a atteint le sommet. Non! On sait, nous deux, qu'est-ce qui s'en vient. Puis je vivrai jamais assez vieux. Lui, il va vivre des émotions que moi, je n'ai pas vécues. Je suis content pour lui, puis pour Patrick, la même chose. Mon père en a 72. J'en ai 52. Mon frère en a 37. Donc, c'est comme 3 générations. Robert et moi, on a quand même beaucoup travaillé ensemble. Là, autour de Simon, de s'impliquer de plus en plus. Ça peut pas mourir. La guitare est là pour rester. Puis j'ai vraiment un bel espoir. C'est sûr que, tu sais, on regarde la nouvelle génération qui sont très portés sur leur cellulaire, qui veulent pas aller jouer dehors, mais tu sais, je me dis, quand il y a des musiciens dans une famille, il y a toujours une nouvelle génération qui va continuer ça. Fait que ça va pas mourir. Ça va pas... Peut-être la guitare va évoluer encore, mais ça peut pas arrêter. Je viens d'être reçu dans l'Ordre du Canada. Fait que c'est un grand honneur. Je m'attendais jamais à ça, mais je l'ai eu. C'est comme le sommet, là. J'étais vraiment content. Je pensais jamais d'avoir une chance, là. Et je ne savais pas qu'il faisait la recherche. Ça a duré à peu près 3 ans. Bien, le fait que j'ai eu un livre aussi, ça n'a pas nuit. Fait que les gens ont pu lire l'histoire. Bien, ça ici, c'est un doctorat honoris causa qui m'a été donné, je l'ai reçu de l'Université McGill. Parce que j'ai fait de la recherche, c'est une recherche qui va qualifier un instrument en quelques secondes. Fait que tu vas avoir pour celle-là son certificat, l'autre à côté va en avoir un autre, parce qu'ils ont des résonances à chaque qui sont particulières. J'ai pas d'éducation. Ouais, je vais être bien franc, j'ai pas pu aller à l'école jeune. À 15 ans, il a fallu que je quitte l'école pour faire vivre mon père, la famille. Mon père était malade, fait que... Puis c'était comme ça, fait que jamais j'aurais pensé un jour avoir un doctorat de l'Université McGill, puis toutes ces choses-là, tu sais. Fait que c'est vraiment, wow, quelque chose. Ben, vous le méritez. J'ai fait mon possible. C'est la plus grande joie. Tu sais, c'est, me compte un des personnes les plus chanceuses de la vie. Tous mes rêves sont réalisés. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu former une compagnie qui reste en pleurs là, tu sais. Fait que je suis bien heureux.